Bonsoir à tous et bienvenue sur ce deuxième rendez-vous pour les professionnels de ville porté par Calirel Santé, notre série de webinaires les mardis Cosy Cali. Alors pour cette deuxième rencontre, nous allons discuter, parler, échanger autour des démarches d'évaluation des pratiques professionnelles, communément appelées EPP, dans le cadre de notre parcours d'accompagnement sur découvrir et s'approprier les méthodes d'amélioration de la qualité des soins. Donc, nous serons deux à animer ce webinaire ce soir. Lucille Truth. Bonsoir, donc Lucille, je suis médecin de santé publique et donc chargée de mission à Calirel Santé, en particulier sur le développement de la qualité des soins dans le champ des soins primaires. Donc, effectivement, Lucille est le principal interlocuteur de Calirel Santé auprès des professionnels de ville. Et moi, je suis Noémie Terrien, le cordeau responsable de Calirel Santé, qui accompagne pour ces temps de présentation Lucille. Alors, nous sommes ensemble pendant une petite heure. L'idée, c'est de vous faire découvrir au travers de cette heure toutes les méthodes qui sont validées, préconisées en particulier par la Haute Autorité de Santé autour des démarches d'évaluation des pratiques professionnelles. Donc, on va aborder les grands principes de l'EPP. Donc, Lucille, tu vas nous en donner quelques pistes de réflexion avant, dans un deuxième temps, d'aborder plus concrètement, de façon opérationnelle, leur déclinaison. Eh bien, on va attaquer directement. Donc, qu'est-ce que c'est que l'EPP? Donc, l'EPP, c'est donc l'évaluation des pratiques professionnelles et ça consiste à l'analyse de la pratique professionnelle en référence à des recommandations avec une méthode validée, c'est justement ce qu'on abordera après. Et alors, c'est pas seulement l'analyse, l'EPP, ça inclut également la mise en œuvre et le suivi des actions d'amélioration des pratiques. Voilà, le titre est parfois peut-être un petit peu trompeur, mais l'évaluation, c'est à la fois l'analyse et l'amélioration qu'on met en place derrière. Donc voilà, pour bien cadrer les choses depuis le début, c'est bien une comparaison de sa pratique réelle à la pratique théorique dans un objectif d'amélioration de la qualité des soins. Et ce n'est pas une procédure de vérification, c'est pas un contrôle externe et c'est pas non plus de la recherche clinique. Donc, l'objectif de l'EP, c'est bien d'identifier les écarts entre le travail prescrit, donc la pratique théorique, et le travail réel, la pratique observée. Donc, c'est un petit peu ce qui est mis sur le schéma à côté. Le travail prescrit, c'est ce qu'on imagine quand on met en place des protocoles, des recommandations, des choses comme ça, avec les objectifs qui sont toujours très normalisés. Et le travail réel, bah, c'est la vraie vie, c'est dans le contexte de votre pratique. Il y a toujours des petites choses qui font que c'est pas tout à fait comme prévu, ce qu'on va faire, c'est pas tout à fait ce qui est prévu, et le résultat, c'est pas tout à fait ce qui était prévu. Donc voilà, ça c'est la différence entre ce qu'on appelle le travail prescrit et le travail réel. L'idée après, c'est donc de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ces différences, et ensuite, on va pouvoir corriger ce qui le nécessite, que ce soit dans les pratiques, le contexte, etc. Donc, la démarche générale de l'EPP, c'est une boucle où, dans un premier temps, on va dire ce qu'on va faire. Donc, on va préparer notre démarche. La préparation, c'est déjà identifier la thématique sur laquelle on veut travailler, faire la recherche bibliographique pour identifier les recommandations en lien avec cette thématique. Et ensuite, c'est élaborer un support d'évaluation. On verra en fonction de la méthodologie d'évaluation qu'on souhaite mettre en place. Il y a différentes choses qui peuvent être faites. Une fois qu'on a préparé tout ça, on met en place la démarche d'évaluation, on observe les résultats et on fait mieux, donc on met en place ces démarches d'évaluation et c'est toujours une petite boucle où voilà, on voit la petite fusée qui fait sa spirale et qui monte petit à petit. L'idée, c'est qu'en répétant ce cycle-là, on s'améliore petit à petit euh, à partir de là où on est à chaque étape. Et effectivement, pour mener une démarche d'évaluation des pratiques professionnelles, en fait, il y a un ensemble de méthodes et d'outils qui existent, qui sont classés en 5 approches principales.
Alors, ce qui est important de garder en tête et ce qu'a pu évoquer Lucille, c'est que avant de choisir la méthode, on identifie bien sa problématique et sa thématique. Et c'est seulement une fois qu'on a identifié sa problématique, sa thématique, qu'on va choisir la méthode ou l'approche la plus adaptée à cette dernière. Donc, dans ces approches, on va retrouver classiquement l'approche par comparaison, c'est-à-dire qu'on va réaliser un bilan de notre pratique au regard de l'état de l'art, c'est-à-dire nos pratiques réelles au regard des pratiques attendues. Et pour ce faire, on va mobiliser des méthodes de type audit clinique, revue de pertinence, qu'on verra dans la deuxième partie de notre webinaire. La deuxième approche, ça va être une approche par problème. Là, on va avoir une problématique qui va traiter d'un dysfonctionnement ou d'un événement indésirable. Et là, on va mobiliser des méthodes qui vont analyser le problème. Donc, les méthodes sont plutôt les revues morbi-mortalité ou les comités de retour d'expérience. En fait, toutes deux vont se baser sur les méthodes de gestion des risques et peuvent aborder les notions de gestion des risques en équipe au travers de l'analyse systémique de ces événements. La troisième approche, c'est une approche qui est complètement intégrée à la pratique clinique et qui va s'appuyer sur des échanges entre professionnels, entre pairs par exemple, sur sa pratique et de pouvoir les partager entre différents professionnels. Ça va permettre d'organiser les prises en charge de façon pluriprofessionnelle et dans un lieu commun d'exercice. Donc, on va mobiliser des méthodes plutôt intitulées staff EPP, donc des staffs qui vont mobiliser une démarche d'évaluation de pratique professionnelle, ou encore les réunions de concertation pluriprofessionnelle, etc. La quatrième approche est une approche par parcours. Donc cette approche par parcours, elle va nous permettre d'optimiser, d'améliorer une prise en charge tout au long du parcours du patient et de maîtriser les risques d'un secteur ou d'une activité. Donc cette approche parcours, elle va s'appuyer sur des méthodes type chemin clinique ou encore les méthodes de patient traceur ou aboutir in fine à une cartographie des risques associés à ces parcours. Et enfin, la dernière méthode qui est celle qui est habituellement utilisée notamment par exemple, l'assurance maladie, c'est l'approche par indicateur. Donc l'indicateur, on est vraiment sur une donnée qui donne un résultat, une donnée chiffrée, qui va nous permettre de surveiller un phénomène important et agir en fonction du résultat. Donc, ce suivi d'indicateur, il peut être issu des données directement du patient, des données du dossier médical, ou ça peut être aussi un indicateur qui fait suite à une démarche d'évaluation de pratique professionnelle. Dans tous les cas, ces 5 approches principales et toutes les méthodes qu'on va mobiliser sur les EPP, comme l'a pu le rappeler Lucille, ça repose sur des prérequis qui sont importants. C'est bien une thématique ciblée. On ne choisit pas d'abord la méthode, mais c'est bien on choisit l'objectif et on mobilise la méthode associée. Donc la thématique ciblée, elle est importante. Nécessairement sur des recommandations existantes, on va comparer nos méthodes, enfin nos pratiques réelles par rapport aux pratiques recommandées. Donc il faut s'appuyer sur des recommandations existantes avec une méthode adaptée. Donc une méthode adaptée par rapport à notre problématique, mais aussi une méthode qui soit reconnue et en particulier par la Haute Autorité de Santé. Et bien entendu, la démarche d'évaluation de pratique professionnelle, elle repose sur une volonté commune et partagée de mettre en place des actions d'amélioration à la suite des résultats. Et vous allez pouvoir retrouver, en particulier sur le site internet de Calirel Santé, l'ensemble du panorama de ces méthodes et outils et de la conduite de projets associés. Donc, sur cette deuxième partie du webinaire, on va revenir plus précisément sur la description de ces différentes méthodes EPP. Et je te laisse tout de suite la parole, Lucille. Alors, la première méthode, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà croisé. C'est ce qu'on appelle les groupes d'analyse de pratique. Donc, le principe de cette méthode, c'est un groupe de professionnels qui vont se retrouver de manière régulière. Ça peut être mono ou pluriprofessionnel. Et l'idée, c'est que pendant ces temps d'échange, alors il y aura eu un thème qui va être préparé en amont. Donc voilà, comme on a vu toujours, une recherche bibliographique pour voir quelles ont été les recommandations ou s'il y a des choses à mettre en avant sur ce sujet. On demande habituellement aux participants de ramener le dossier d'un ou plusieurs patients en lien avec cette thématique. Et ensuite, pendant le temps d'échange,
L'idée, c'est que chacun va maintenir une posture réflexive et constructive sur chacune des situations individuelles. Donc, chacun a un tour de rôle sur le dossier patient qui l'aura amené, mais dans l'idée de faire avancer les pratiques du groupe entier. D'accord. Alors, à chaque fois, en dessous, on vous a mis le lien vers les références de la Haute Autorité de Santé pour que vous puissiez approfondir un petit peu les méthodes. Mais voilà, là, on va vous présenter le principe général. Donc, voilà, l'analyse se fait bien a posteriori sur des situations réelles. Les dossiers des patients, donc ils peuvent être choisis selon certains différents critères, pardon. Soit c'est une situation qui a été complexe sur lequel le professionnel souhaite pouvoir revenir en groupe pour avoir l'avis d'autres confrères et consoeurs sur ce qui a été fait. Donc attention, c'est pas ce qu'on appelle les RCP dans les maisons de santé pluriprofessionnelles, par exemple, ces RCP, l'objectif, c'est vraiment de prendre des décisions concernant les prises en charge qui sont en cours. Là, on est vraiment a posteriori pour débriefer, on va dire, de ce qui s'est passé et de ce qui aurait pu être fait autrement ou pas. Sur la sélection des dossiers, donc on a vu, ça peut aussi être une thématique choisie par le groupe. Voilà, on va se dire, ce mois-ci, on va travailler sur l'obésité de l'enfant ou sur l'organisation en sortie d'hospitalisation, etc. Parfois, ça peut aussi être tout simplement un tirage aléatoire. Voilà, le premier patient avec un nom qui commence en M, euh, pris en charge le mois précédent, etc., etc. Il y a plein de façons de pouvoir choisir ces dossiers. Ça dépend des groupes et des habitudes et des- des thématiques du moment, on va dire. Donc voilà, un petit exemple pour illustrer. C'est un groupe de 10 professionnels avec des médecins de spécialité à la fois généralistes et gynécologues, ainsi que des sages-femmes. Et donc ce groupe se retrouve tous les 2 mois autour de la thématique générale du postnatal, à la fois du côté de la mère et de l'enfant. Sur la dernière séance, les sujets qui ont été traités, il y a 2 cas complexes qui ont été amenés spontanément par 2 professionnels pour justement pouvoir en faire un débriefing. Et ensuite, la séance avait comme thématique le suivi postnatal en situation de grande précarité. Chaque professionnel a amené un dossier de patients qui étaient concernés par cette situation. Et la discussion a donc permis au groupe de se partager les difficultés sur ce type de prise en charge, les leviers qui sont mis en œuvre par les uns ou les autres et ben, du coup leur efficacité. Et ça a également permis de faire un tour des ressources qui avaient été identifiées au niveau local ou plus largement avec voilà, c'est soit des associations, soit des supports à remettre aux parents, etc. Et le groupe a donc pu faire une fiche mémo de toutes ces ressources pour que chacun puisse garder trace de ça. Donc voilà, ça c'est un exemple de ce qui pourrait se passer dans un groupe d'analyse de pratique. Alors il y a une variante qui existe qu'on va pas beaucoup aborder aujourd'hui parce que finalement ça va être le thème d'un autre mardi Cosy Cali. C'est ce qu'on appelle les RMM, donc les revues de morbimortalité. Ça reste l'idée générale d'un groupe d'analyse de pratique, mais cette fois, la thématique, c'est les événements indésirables associés aux soins. Donc voilà, c'est les situations qui se sont mal passées, qui ont été en lien avec des erreurs dans la prise en charge, des écarts de soins, on appelle ça. Donc voilà, ça, on va pas trop s'étendre dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et on y reviendra plus tard. Alors, deuxième méthode qu'on souhaitait vous partager, là, Lucie vient d'aborder la méthode d'analyse en groupe d'analyse de pratique, donc sur des situations que les professionnels ont vécues et sur lesquelles ils vont débriefer. Et puis, quelquefois, vous allez être confronté à des situations que vous n'avez pas vécues, mais pour lesquelles vous souhaitez vous préparer à l'éventualité de les rencontrer. Donc là, on va utiliser la méthode de la simulation. Cette méthode-là, elle va vous permettre de vous mettre en situation, euh, un professionnel ou en équipe d'ailleurs, autour d'un cas
ou d'un scénario. Et cette mise en situation, elle sera suivie d'un débriefing qui va permettre de prendre du recul sur comment s'est passée cette mise en situation, ce qui est conforme aux attendus des recommandations ou ce qui est améliorable. Et en fait, selon la situation choisie, vous allez pouvoir analyser aussi bien la réalisation de gestes techniques, par exemple, que la réflexion autour de la démarche clinique et du processus de réflexion clinique autour de la décision. Donc, ce qui est intéressant dans cette méthode de simulation, c'est que c'est à la fois une méthode qui va s'appuyer sur de la formation. En fait, on va pouvoir acquérir des compétences en s'entraînant au travers d'une situation potentielle. Et ça va permettre aussi d'évaluer ses pratiques professionnelles sur le moment du débriefing. Donc, en tant que démarche d'évaluation de pratiques professionnelles, la simulation, elle permet plusieurs objectifs, hein, il y a plusieurs intérêts, à la fois de pouvoir porter un regard sur les pratiques, à la fois par le professionnel lui-même, pardon, mais aussi au regard des experts et un confrère. Ça va permettre aussi au groupe qui se met en situation de pouvoir apprendre de l'autre. Ça va permettre d'identifier des compétences qui sont acquises et puis les axes de formation ou de remobilisation d'informations à envisager. Et enfin, ça permet la possibilité d'évaluer ces pratiques sur des situations qui sont peu souvent rencontrées en vie réelle et donc s'entraîner. Alors derrière la simulation, pour vous donner un exemple très concret, un exemple de formation de toute l'équipe d'une maison de santé pluriprofessionnelle à la gestion des urgences vitales in situ. Donc, c'est une situation qu'une équipe peut être amenée à rencontrer, mais qui n'est pas si fréquente que ça. Donc, la création d'un scénario sur la thématique d'un choc anaphylactique pendant un soin qui aboutit pour le patient à un arrêt cardio-respiratoire. Et on a l'étudiant infirmier qui a été recruté pour jouer le patient, en fait, pour simuler le patient dès le début du scénario. Et puis, il y a eu l'utilisation d'un mannequin de secourisme. Donc, vous voyez qu'on peut faire de la simulation avec des ressources disponibles, même en exercice en soins de ville. Il y a une répétition du scénario par groupe de 3 professionnels systématiquement. Et ce scénario, une fois mis en œuvre par le groupe, il y a un débriefing qui est apporté sur les décisions prises, l'organisation en matière de priorisation, de répartition des rôles, des tâches, de communication, et puis des moyens mobilisés ainsi que la réalisation des gestes techniques des premiers secours. Ensuite, s'en est suivi une synthèse en équipe avec le rappel sur la procédure interne qui était déjà existante, voire même peut-être une adaptation de cette procédure interne, les ressources qui sont disponibles sur site et les besoins de formation aux gestes de premier secours pour ceux qui le nécessitaient. Donc on est bien sur un moyen à la fois de se former, mais aussi d'évaluer ses pratiques professionnelles. Une autre approche qui nécessite pas de mise en situation avec mannequin, acteur ou autre, ce sont les vignettes cliniques. Donc le principe des vignettes cliniques, c'est qu'on va analyser sa pratique à partir d'un cas clinique qui n'est pas issu de sa pratique réelle, mais de la bibliographie, et qui est construit comme un scénario, un peu à l'image de la simulation, mais ça va être un scénario écrit, et on va pouvoir, à l'aide d'un questionnaire élaboré à partir de ce cas, explorer les décisions des professionnels dans une situation qui est proche de la vie réelle. La simulation, on se met vraiment en situation de la vie réelle. Là, on va être plutôt en se mettant en perspective au travers d'un scénario écrit et d'un questionnaire. Alors, les vignettes cliniques, elles portent aussi d'autres noms, hein. Vous pouvez les utiliser. Enfin, vous avez peut-être eu l'occasion d'entendre les cas cliniques en cascade, les situations, les tests d'évaluation et de performance, etc. Quoi qu'il en soit, en fait, on part toujours d'une situation d'un cas clinique issu de la biblio avec un questionnaire de questionnement. En fait, c'est une méthode de simulation et qui va permettre d'explorer cette démarche clinique, mais qui va nécessiter moins d'investissement, comme je le disais, en termes de temps et d'organisation que la simulation in situ. Il y a des exemples de scénarios qui sont déjà existants, de cas cliniques qui sont déjà existants, et on vous en a mis des liens autour du guide OMS sur la sécurité des patients ou encore les vignettes cliniques sur le site de la Haute Autorité de Santé. Toujours sur l'approche similaire à la simulation, vous avez les tests de concordance de script. Donc le principe, c'est toujours l'analyse de cas cliniques, mais qui va être axée sur le raisonnement clinique et la prise de décision, en particulier en situation d'incertitude ou complexe. Donc toujours avec cette approche de proximité du réel. Et là, vous voyez un exemple qu'on vous a mis sur la diapo.
de cette patiente de 65 ans qui est adressée aux urgences pour une suspicion d'embolie pulmonaire. Elle a des antécédents de diabète, d'insuffisance cardiaque et de BPCO. Et vous voyez que l'approche de la vignette clinique, elle est un peu différente, puisque on a, si vous pensiez faire, alors que vous trouvez, qu'est-ce que vous penseriez maintenant de la situation et de la prise de décision? De la même manière, on retrouve une fiche pédago sur le site de la Haute Autorité de Santé qui vous permet en fait d'illustrer, de vous appuyer sur des situations, des vignettes, des tests de concordance qui sont déjà existants. Si on doit regarder vignettes cliniques et les tests de concordance, en fait, vous pouvez toujours les créer vous-même. Il y a des outils qui peuvent être utilisés, une méthodologie qui peut être utilisée, mais à partir de cas cliniques que vous avez vécu ou vos collègues ont vécu, vous pouvez réaliser vous-même ces vignettes et ces TCS. Après, ça nécessite quand même une recherche bibliographique qui est relativement minutieuse. Et puis surtout, un recours à un avis d'expert sur la finalité de la décision en fait clinique. Donc, quand vous en trouvez au regard de la recherche biblio et par rapport à ce qui est disponible, c'est quand même mieux de vous appuyer sur celle-ci. C'est principalement des méthodes qui sont mobilisées dans le cadre de la formation, que ce soit la formation initiale ou continue, et puis on le verra à la fin du webinaire, aussi sur les approches DPC et certification périodique. Ensuite, troisième méthode que vous avez peut-être croisée aussi justement, on y reviendra dans le DPC. Alors c'est une méthode assez classique que vous avez peut-être, alors pas forcément mis en œuvre, mais que vous avez déjà en tête quand on parle d'évaluation de la qualité. C'est ce qu'on appelle les audits cliniques. Donc c'est le principe de l'audit comme on peut avoir dans tous les secteurs. L'idée, c'est de comparer sa pratique réelle avec les recommandations selon des grilles d'évaluation, soit des questionnaires qui auront été élaborés sur la thématique. Et ensuite, ce questionnaire, on va pouvoir l'appliquer soit à des dossiers, soit à des observations, soit ça peut même être réalisé pendant des interviews. Ça peut être fait de façon prospective, donc c'est-à-dire au fur et à mesure que des nouveaux dossiers arrivent, ou de façon rétrospective, où on va aller chercher des dossiers qu'on ressort pour les analyser a posteriori. Donc voilà, donc comme je disais, c'est une méthode qui est assez classique. Peut-être que vous avez eu, par exemple, lors d'une formation en introduction, voilà, j'ai une formation sur une pathologie, je vais aller regarder les 10 derniers dossiers que j'ai eu à traiter pour cette pathologie-là pour voir où j'en suis avant de démarrer la formation. Donc ça, c'est peut-être des choses que vous avez déjà fait. Et l'audit, ça peut être fait de façon individuelle ou en groupe. Voilà, c'est des choses qui... Le cadre, enfin, c'est quelque chose d'assez carré, l'audit, mais après, sur le mode d'application, ça peut être assez large. Voilà, donc vous avez un autre exemple ici sur un médecin qui souhaite évaluer sa prise en charge globale des patients diabétiques. Donc, il va créer une grille d'évaluation en fonction des dernières recommandations sur les bilans pour patients diabétiques, à la fois sur bilan biologique, le suivi dentaire, cardio et ophtalmo, les vaccinations, etc., etc. Il va tirer 30 dossiers de patients qu'il suit pour diabète et pour chacun des dossiers, il va remplir la grille pour voir si il a bien vérifié les suivis, les bilans, etc. Une fois qu'il a fait ses 30 questionnaires, il fait le bilan. Il observe là où il y a peut-être certains sujets qui ont été moins bien couverts que d'autres et il va pouvoir mettre en place des actions d'amélioration pour que, à la suite, les patients qu'il va continuer à prendre en charge pour un diabète, si par exemple il oubliait régulièrement de faire le bilan cardio, il va pouvoir y penser plus facilement. Un autre type d'audit, c'est ce qu'on appelle la revue de pertinence. Non, la pertinence, c'est un concept euh, assez spécifique dans les soins. En fait, on estime qu'un soin est pertinent quand le bénéfice attendu pour la santé du patient est supérieur aux conséquences négatives attendues
de ce soin, d'une façon suffisante pour estimer qu'il est valable d'entreprendre la procédure indépendamment de son coût. Donc l'idée derrière, c'est voilà, mon soin, ça a un intérêt pour le patient et l'intérêt est plus grand que les risques qu'il a en ayant ce soin. Du coup, à l'inverse, la non-pertinence, elle est répartie en deux grandes catégories. Donc soit c'est un soin qui est inutile, on parle d'overuse, donc c'est l'utilisation en excès. Ça peut entraîner une perte de chance par le délai occasionné dans le parcours de soins du patient. Voilà, si on fait plein de bilans avec des délais d'attente pour chacun qui font que ben voilà, il n'y avait pas besoin de tout ça. Ou la gêne occasionnée pour les soins suivants. Si vous faites une exploration chirurgicale pour quelque chose qui ne nécessitait pas de chirurgie, après, le jour où il va falloir réopérer le patient, on va être embêté parce qu'il y a des adhérences, il y a des cicatrices, des choses comme ça, alors que finalement, la première fois, on n'aurait pas eu besoin de l'opérer. Ça peut être ça. Et à l'inverse, on a l'absence de soins, donc le underuse, la sous-utilisation, qui, elle, va plutôt entraîner un retard au diagnostic ou au traitement d'une pathologie. Voilà, donc la revue de pertinence, c'est vraiment, on va faire un audit sur une prise en charge particulière, une procédure spécifique, et on va, pour les patients qui ont eu accès à ce soin, on va pouvoir mesurer l'adéquation aux besoins des patients. L'idée derrière après, c'est donc de promouvoir une utilisation optimale des ressources qu'on a. Donc la méthodologie, j'ai dit, c'est la même chose que l'audit clinique, mais du coup, le questionnaire sera centré sur cette question de pertinence des soins ou de chacune des étapes du parcours si vous faites une revue de pertinence sur un parcours. Voilà, je crois que... Alors, on a vu plusieurs méthodes qui abordaient plutôt une séquence particulière du soin ou un acte de soin. Là, ce qu'on vous propose, c'est de vous présenter une méthode qui a une logique plus élargie, puisque c'est une logique de parcours. Donc, c'est une méthode qui va vous permettre de regarder le parcours d'un patient au-delà de la séquence unique du soin, par exemple dans votre cabinet, mais le parcours avec les interfaces. Donc, c'est la méthode du patient traceur. Donc, cette méthode-là, c'est une méthode qui se base sur le principe d'analyser de façon collective et a posteriori le parcours d'un patient donné. Alors, c'est une méthode qui est très intéressante, on le verra sur la slide juste après, qui a été beaucoup investie auprès des établissements de santé, qui est de plus en plus auprès des structures médico-sociales et qui est particulièrement adaptée, par exemple, sur des parcours définis ou sur des prises en charge définies, par exemple dans les CPTS ou sur des files actives particulières de spécialité. Cette méthode-là, elle va permettre de prendre en compte l'expérience du patient puisqu'elle va s'appuyer à la fois sur le recours au dossier du patient, euh, l'entretien avec les équipes, mais aussi l'entretien du patient et ça va permettre de croiser ces éléments-là avec la perception, en tout cas le vécu des pratiques des professionnels avec l'expérience du patient. C'est une méthode qui va permettre d'évaluer à la fois les organisations, les interfaces, comme je le précisais, et puis toute la coordination associée pour la fluidité du parcours patient. Donc, son objectif, c'est bien de consolider les bonnes pratiques et de rechercher des améliorations afin d'optimiser le parcours du patient. Donc, comme je vous le précisais, c'est une méthode qui a été beaucoup investiguée en établissement de santé et en structure médico-sociale et qui a fait l'objet de publications par la Haute Autorité de Santé pour spécifiquement l'approche en soins de ville. Donc, c'est une méthode qui est bien centrée sur le patient et qui vise à améliorer la qualité et la sécurité de sa prise en charge à la fois dans les hôpitaux et les cliniques, mais aussi avec la collaboration avec les acteurs de ville. Il y a plein de bénéfices à cette méthodologie, à la fois pour le patient et pour les professionnels. Le patient, il va être écouté et impliqué dans l'amélioration de sa prise en charge. Et pour les professionnels, eh bien, en fait, on est dans leur vraie vie réelle de prise en charge. Donc, ça va permettre d'analyser les pratiques à partir d'un cas très concret et de mettre en œuvre les actions d'amélioration. Donc, c'est une méthode qui s'articule en plusieurs étapes. La première étape, c'est de choisir sa typologie de parcours, ou en tout cas son patient traceur, au regard des parcours ou des filières qui ont un potentiel d'amélioration.
Donc, on va choisir de ce patient traceur, donc c'est vraiment un individu, en tout cas un dossier patient en particulier, et on va analyser chaque étape de son parcours. Cette analyse, elle va reposer sur plusieurs temps. Le premier temps, c'est la rencontre du patient et ou de son entourage pour recueillir leur expérience au travers de son parcours, donc bien entendu, et rechercher le consentement du patient. Dans un deuxième temps, on va rencontrer les professionnels qui sont impliqués dans la prise en charge du patient et on va s'appuyer lors de cet entretien des professionnels à partir du dossier patient pour pouvoir croiser la perception des professionnels aux éléments qui ont pu être tracés et alimentés dans le dossier du patient. Donc, c'est une méthode qui est généralement assez bien appréciée des professionnels et pour lesquels il existe pas mal de ressources et outils pour pouvoir mobiliser cette approche, qu'on a pas mal investigué aussi à Calirel Santé, avec toute une petite panel de petites vidéos courtes sur des idées reçues. Et on a notamment une idée reçue sur la méthode du patient traceur, c'est que pour les établissements de santé. Donc, on a aussi une approche pour dire, ben, en fait, la méthode du patient traceur, c'est une méthode qui parle pour tous les secteurs d'activité, puisqu'on parle du parcours du patient, avec des affiches associées qui sont aussi adaptées aux professionnels de ville et personnalisables pour les secteurs d'activité. Donc, vous pouvez retrouver l'intégralité de ces ressources sur le site internet de Calirel Santé. Et donc, on arrive enfin à la dernière catégorie de méthodes de PP. Donc, cette fois, c'est les indicateurs que vous avez probablement déjà croisés aussi. On va essayer de vous rendre ça peut-être un peu plus sexy que ce que vous avez l'habitude avec la CEPAM. Donc, de manière générale, les indicateurs, c'est un outil d'évaluation et d'aide à la décision et toujours défini en face d'un objectif. Un indicateur, il ne doit pas être fait parce que j'avais besoin d'un chiffre et je trouve un chiffre à mettre. Il faut vraiment avoir un objectif. Alors, cet objectif, ça peut être soit une description d'une population, d'une activité, ça peut être un suivi des moyens, ça peut être un suivi des performances. Et en fait, c'est vraiment en face de l'objectif qu'il faut décider quels sont les indicateurs qu'on veut suivre. Pas dans l'autre sens en me disant ça, je peux le mesurer, je vais le mesurer. Et ces indicateurs, ils peuvent être utiles à différentes étapes de votre suivi. Ça peut servir à faire un état des lieux, voilà, comme on parlait des descriptions d'une population, d'une activité. Ça peut servir à la surveillance de signaux. On surveille son indicateur et quand il se met à décoller, on sait qu'il faut réagir. Ça peut servir aussi à votre suivi des actions, à vos bilans d'activité, etc., etc. Donc, les indicateurs sont élaborés à partir d'éléments qui sont bien évidemment mesurables de façon fiable. Ça peut être quantitatif ou qualitatif, mais faut souvent en avoir plusieurs pour pouvoir les croiser et limiter les risques de biais. Parce que l'indicateur, ça va être uniquement un chiffre, donc c'est quelque chose de très ponctuel. Et c'est intéressant de pouvoir en avoir plusieurs qui parlent du même sujet pour voir quand il y en a un qui se décale, si les autres se décalent aussi ou pas. Donc, par exemple, on a un centre de santé pour les professionnels qui est implanté dans un quartier au contexte social compliqué. Et dans le projet de santé, ils avaient identifié une thématique sur la santé sexuelle des femmes. Donc, quelques exemples d'indicateurs. Un indicateur de suivi qui décrit la population où on va pouvoir mesurer le nombre de femmes qui déclarent avoir des relations sexuelles sans contraception, en dehors des désirs d'enfant. Donc ça, voilà, ça vous permet de suivre un petit peu la maturité de la population sur ce sujet-là. On peut aussi avoir des indicateurs d'activité, euh, par exemple mensuels, sur voilà, le nombre de frottis qui ont été analysés, le nombre d'IVG médicamenteuses qui ont été réalisées dans le centre. Et ensuite, au bout de la chaîne, on va dire, on peut avoir des indicateurs de performance. Donc, au-delà de j'ai fait mon activité, mais quel a été l'effet de mon activité? On peut mesurer le nombre de femmes qui sont revenues pour un bilan gynécologique suite à la participation à un atelier santé qui sont organisés dans le quartier 2 fois par an.
Donc là, voilà, c'est que quelques indicateurs, mais c'est pour vous montrer que ça peut mesurer à la fois quelque chose d'extérieur, les moyens mis en place et les résultats. Voilà pour les méthodes. Euh, on a fait un petit panel qui était quand même assez large et on va aborder les liens qu'il y a forcément avec le DPC et la certification périodique. Tout en sachant que c'est vrai que c'est important de pouvoir mettre en perspective DPC, certification périodique, mais bien entendu, la mobilisation des méthodes, elle doit avant tout répondre à un enjeu et un potentiel d'amélioration, et puis surtout du sens pour vous dans vos pratiques professionnelles. De pouvoir l'articuler avec le DPC ou la certification périodique, ben, c'est vraiment une plus-value, mais en tout cas, les méthodes de PP peuvent être mobilisées, bien entendu, en dehors de tout dispositif réglementaire ou obligatoire. D'ailleurs, la philosophie première, c'est vraiment que ça apporte du sens et avec un souhait, un potentiel d'amélioration pour les pratiques, les organisations et surtout pour le professionnel. Dans tous les cas, effectivement, il y a quand même des dispositifs qui existent en France, donc DPC, certification périodique. Donc, au moment où on réalise ce webinaire, on sait que c'est des process qui sont en questionnement, en évolution. Donc, bien entendu, les informations qu'on vous délivre à date, c'est sous réserve des éventuelles évolutions, en particulier du DPC qui sont en cours et à venir. En tout cas, ce qu'on peut vous partager, c'est que le développement professionnel continu, il est vraiment dans cet objectif porté par les démarches d'évaluation de pratiques professionnelles, de maintenir et d'actualiser les connaissances, les compétences et l'amélioration des pratiques. Donc, on est vraiment dans cette philosophie d'amélioration continue des pratiques des professionnels. Alors, il est structuré autour d'un dispositif réglementaire qui incite, enfin qui rend obligatoire en fait l'inscription du DPC pour les professionnels de santé avec une approche triennale pour une période de 3 ans. C'est un dispositif qui rentre dans un circuit de validation par le Conseil national professionnel qui est en charge de définir le parcours de DPC ou l'accréditation HS ou le parcours libre validé par l'ordre, qui va pouvoir s'inscrire dans votre périmètre de spécialité ou d'exercice. Donc, on ne va pas aller plus dans les détails sur les éléments organisationnels du DPC, mais vous pouvez avoir les informations actualisées et du moment directement en vous connectant sur le site internet de l'agence DPC, où vous allez pouvoir à la fois retrouver les modalités très pratiques et opposables du DPC, et puis aussi l'intégralité des programmes DPC qui sont proposés aux professionnels sur l'ensemble du territoire français. Donc, on a, au travers de ce DPC-là, je vous ai dit, maintien et développement des compétences, analyse des pratiques professionnelles. En fait, on a 3 types d'actions possibles au travers du DPC, ce qu'on appelle des briques. Donc, la première type d'action possible, c'est l'action de formation. Donc, on va vraiment s'appuyer sur une action qui va être de type cognitif, hein, c'est-à-dire une acquisition de compétences qui va porter sur l'actualisation ou l'approfondissement, pardon, des connaissances du professionnel. L'autre action, c'est l'action d'évaluation des pratiques professionnelles. Donc, c'est tout ce qu'on vous a présenté sur ce mardi COSI, qui va s'appuyer sur les méthodes de la Haute Autorité de Santé. Donc, toutes les méthodes qu'on vous a présentées sur le mardi COSI sont des méthodes qui sont validées DPC par la Haute Autorité de Santé et qui vont permettre aux professionnels de s'interroger sur sa pratique professionnelle, de la comparer, pratique réelle versus pratique prescrite, à un référentiel et bien entendu de mener les actions d'amélioration. Et c'est ça qui est important dans les démarches d'évaluation de pratique professionnelle, c'est bien d'aller sur les actions d'amélioration. Et puis, la troisième brique, la troisième action possible, c'est l'action de gestion des risques qui va permettre d'identifier, de prioriser, de prévenir et de corriger et d'évaluer les risques relatifs à une activité de soins. Donc, on l'a un petit peu abordé, mais comme le disait Lucille, on l'abordera sur un autre mardi COSI qui est le numéro 4, si je ne me trompe pas. Ah oui. Avec les méthodes, par exemple, des revues mortalité qui peuvent être mobilisées en matière de gestion des risques. De la même manière, vous pouvez retrouver l'intégralité des actions possibles, en tout cas les méthodologies qui sont inscrites dans le DPC, directement sur le site de l'agence du DPC.
Un petit focus sur la certification périodique, c'est un dispositif qui est arrivé après la mise en œuvre du DPC, qui est beaucoup plus ancien que cela, puisque la certification périodique, c'est un dispositif qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2023, avec un décret d'application qui est un petit peu plus récent, puisqu'il date de mars 2024. Et cette certification périodique, elle s'oppose à tous les professionnels de santé à ordre. Donc, c'est une certification qui s'inscrit dans une validation par l'ordre de la profession et qui n'est pas sur une approche triennale comme le DPC, mais sur une approche plus longue, puisqu'on a un cycle de 6 ans qui va être amené selon un référentiel de certification de sa profession ou de sa spécialité. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé du DPC, mais bien entendu, le DPC peut servir la certification périodique. Donc, c'est un dispositif qui est en cours de consolidation et en cours de mise en œuvre. Donc, on vous a mis à la fois le décret d'application relatif à la certification périodique pour les professionnels de santé à ordre, et puis les éléments réglementaires, notamment en lien avec le code de la santé publique sur cette thématique. Donc, si on regarde plus précisément les objectifs de cette certification périodique, on reste sur un objectif de maintien des compétences, qui est le premier, un niveau de qualité des pratiques professionnelles qui soit conforme aux attendus pour l'exercice de sa profession, et un troisième objectif, pardon, qui est l'actualisation et le niveau des connaissances. Les actions de la certification périodique, elles sont organisées selon 4 axes, avec 2 actions minimum par axe. Donc 4 fois 2, 8 actions à mener pour aboutir à sa certification, pour cette comparaison à ce référentiel qui sera proposé par les ordres. Donc ces actions, elles vont être, la première, bien entendu, d'actualiser les connaissances et les compétences. Donc, sur une période de 6 ans, on devra démontrer une actualisation, une actualisation, pardon, des connaissances et de ses compétences, de renforcer la qualité de ses pratiques professionnelles, d'améliorer la relation avec le patient et de mieux prendre en compte la santé personnelle des professionnels. Donc, on voit que la certification périodique, elle a un périmètre qui est au-delà du DPC. Le DPC est vraiment centré sur aspect cognitif et amélioration des pratiques du professionnel. Et là, les actions de la certification périodique, elles incluent en plus un objectif d'amélioration avec la relation avec les patients et la prise en compte de la santé personnelle des professionnels. Donc, ce qui peut être pris en compte, et j'en ai un petit peu parlé juste avant, c'est les actions qui sont menées dans le cadre du DPC, mais pas que. On a aussi les formations diplômantes, par exemple, un professionnel de santé à ordre qui va qui va participer à un DU spécifique pour acquérir des compétences dans sa pratique clinique, peut être valorisé dans la certification périodique. On a aussi toutes les démarches collectives sur un territoire, en particulier les protocoles de coopération pluriprofessionnelle. Donc là, on vous invite à regarder les attendus sur ces protocoles de coopération pluriprofessionnelle et à faire le lien avec la méthode présentée par Lucille sur les indicateurs. Bien entendu, les démarches interdisciplinaires de développement et de sécurisation des pratiques professionnelles. Donc, par exemple, on peut s'imaginer avoir des staff EPP pluripro, ou encore des RMM ville-hôpital, ou encore des patients traceurs qui associent d'autres acteurs sur le territoire qui peuvent être valorisés dans ce cadre-là. Et toute autre action qui vise à développer la prévention en santé, à garantir les bonnes pratiques et qui concourt à la gestion des risques. Dans tous les cas, au-delà de ces grands principes, on vous l'a précisé, en fait, chaque professionnel de santé à ordre a son propre référentiel. Donc, on vous invite à vous référer au référentiel applicable quand il est élaboré et mis à disposition, bien évidemment. Donc, le PPI, dans tout ça, dans le DPC, la certification périodique, ben, on vous l'a dit, c'est complètement aligné avec les principes DPC et certification périodique. Mais c'est pas, vous ne devez pas nécessairement être inscrit dans une démarche DPC certification périodique pour faire de l'EPP. On vous dira même à Caliral Santé, c'est démarrer par des EPP qui font sens dans vos pratiques professionnelles et voyez comment ces démarches d'EPP que vous mobilisez dans votre quotidien peuvent être valorisées dans le cadre du DPC et de la certification périodique.
On est bien sur un objectif commun, c'est les moyens et les processus de mise en œuvre qui sont différents, mais on est bien sur un objectif d'améliorer les pratiques professionnelles, autrement que par l'angle unique de la formation, mais aussi par le questionnement individuel, collectif, et puis les démarches d'amélioration continue vers les actions d'amélioration. Alors, on vous a dit que c'était complémentaire, mais l'idée, c'est quand même d'aborder ces éléments-là de façon méthodique. On a systématiquement des pratiques réelles qui sont comparées à des pratiques recommandées. Donc, on s'appuie bien sur des référentiels validés, en particulier recommandations de bonnes pratiques, mais aussi les dernières publications des sociétés savantes, et avec des méthodes validées par la Haute Autorité de Santé. On vous en a présenté un échantillon qui nous semble correspondre le mieux aux pratiques des soins de ville. Dans tous les cas, vous pouvez vous rapprocher de Canirel Santé et de Lucille Tout à fait. pour toutes vos questions autour de ces sujets. Tu veux peut-être dire un petit mot de conclusion, Lucille? Oh je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses, effectivement. Voilà, là, on vous a fait un petit panel des méthodes en espérant que une ou deux ait pu vous titiller et voilà, sur une problématique que vous avez actuellement, peut-être que finalement la solution c'est de faire un EPP dessus. Donc voilà, on reste présent pour vous accompagner, pour mettre en œuvre ces méthodes. Et si vous avez d'autres questions, on est toujours ouvert à pouvoir vous accompagner. Voilà, puisqu'effectivement, Calirel Santé accompagne les professionnels de ville. Donc, n'hésitez pas à adhérer à Calirel Santé, puisqu'en adhérant à Calirel Santé, ça nous permet aussi de vous accompagner de façon un petit peu plus individualisée sur une démarche que vous souhaiteriez initier, soit à titre individuel, soit au titre du collectif, dans une démarche, par exemple, si la méthode du patient traceur vous a fait écho. On peut être facilitateur pour vous accompagner pour la conduite de projet, mais aussi facilitateur pour mettre en relation les professionnels autour d'un projet commun sur une méthode de patient traceur, sur une pratique et une prise en charge ciblée. Bonne fin de journée à tous! Bonne soirée!